à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de mariage mais également d'organisation. En fait j'ai pensé à faire cette vidéo suite au podcast auquel j'ai été invitée, donc c'était le podcast de Florian Beaufreton et il s'appelle Dans la poche. Et j'expliquais comment je m'organise dans ma vie quotidienne à l'aide de mon agenda et de quelques principes du bullet journal. Donc si vous n'avez pas entendu ce podcast et que cela peut vous intéresser, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Je me suis donc dit que j'allais vous faire une vidéo aujourd'hui qui allait vous expliquer un peu plus dans le détail comment j'ai organisé mon mariage, donc avec le budget, les invités. Et cette fois, je ne l'ai pas organisé sur papier, mais vraiment de façon numérique. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo vous expliquant un peu comment j'étais passée de mon organisation de papier à une organisation un peu plus digitale pour mon mariage. Donc je vous laisserai le lien de cette vidéo en description également et dans le petit. Pour que ça soit plus simple et plus visuel pour vous, je vais prendre mon ordinateur et je vais vous faire une incrustation, une capture écran de ce que je fais également en même temps. Donc ça sera normal si vous me voyez désormais avec un ordinateur sur les genoux. Alors j'ai pas encore précisé quel outil j'ai utilisé pour organiser mon mariage de façon digitale. Cet outil ça s'appelle Google Sheet. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un genre d'Excel mais qui est fait par Google. Il est donc gratuit et disponible sur internet. Je vais donc vous montrer mon tableur que j'ai fait pour mon mariage. D'ailleurs, si celui-ci vous intéresse, il y a deux versions disponibles sur mon site internet. Donc il y a une version gratuite et une version payante. Donc en fait, dans la version payante, il y a plus d'onglets supplémentaires. Mais déjà, la version gratuite peut très bien vous satisfaire. Et vous pourrez rajouter des onglets supplémentaires par vous-même si vous n'avez pas beaucoup de budget pour cela. Pour commencer, je vais vous montrer comment on fait pour récupérer la version gratuite sur mon site internet. Donc c'est parti, je rajoute tout de suite la capture écran de mon ordinateur. Alors c'est parti, donc déjà comment retrouver le lien de mon blog? Bon c'est tout simple, il faut juste taper mon nom, donc c'est Audrey la Boulette. Mais je vous laisserai le lien pour que ça soit plus simple pour vous dans la description. Donc mon site internet s'appelle tout simplement audreylaboulette.com. Donc ça y est, c'est parti. Donc vous avez sur mon site internet une partie blog avec des articles sur mes précédentes vidéos où je donnais des conseils. Et il y a une partie boutique. Alors c'est pas une grande partie, mais il y a des petites choses qui peuvent vous intéresser. Et donc il y a les deux choses que je vous parlais, donc deux dashboards, donc deux tableurs, donc un gratuit et un payant. Donc la partie gratuite, on va la commencer tout de suite. Donc je l'ajoute au panier. Je vais voir mon panier. Et je valide ma commande qui est bien sûr à 0 €. J'indique ici toutes mes informations. Le plus important, bien sûr, mon adresse mail. Alors pour pouvoir utiliser Google Sheet, la seule contrainte que vous allez avoir, c'est d'avoir une adresse Gmail. Parce que pour pouvoir enregistrer toutes vos modifications sur votre tableur, il faut que vous ayez un compte Google pour qu'il puisse l'enregistrer dans votre compte. Donc les adresses Google, c'est les adresses avec l'extension Gmail, donc ça ne vous coûte rien du tout d'en créer si vous n'en avez pas encore une. J'arrive donc sur une page où ma commande a été effectuée, donc bien pour 0 €. Et j'ai un lien pour pouvoir récupérer le Google Sheet gratuitement. Vous allez recevoir également par mail, avec l'adresse mail que vous avez créé cette commande, le lien. Si vous avez un problème et que vous ne voulez pas récupérer le fichier tout de suite, vous pourrez le télécharger plus tard. L'expiration de ce lien ne s'expire jamais, comme vous pouvez le voir ici. Et vous pouvez le télécharger autant de fois que vous voulez si vous avez un souci au moment de son téléchargement. Donc on va tout de suite récupérer le fichier. J'ouvre une nouvelle fenêtre pour pouvoir le voir. J'arrive donc sur le tableur qui n'est donc pas modifiable, comme vous pouvez le voir. Tout simplement pour éviter qu'une mariée suivante vienne modifier votre fichier. Ce fichier est donc un modèle que vous allez devoir copier sur votre espace Google pour pouvoir le modifier et que les informations que vous allez saisir dedans ne soient pas visibles par d'autres mariés ou par moi-même. Passons du coup à la première chose à faire pour ne pas perdre et pour pouvoir utiliser cet outil, comme vous voyez qui est en lecture seule. Là, on va le copier sur un autre espace, sur mon adresse personnelle Google. Donc je fais connexion, je mets mon adresse personnelle. Donc vous voyez, donc là j'ai mon adresse personnelle qui vient d'être connectée. Et comme vous voyez, je suis toujours en lecture seule et je ne peux toujours pas modifier le fichier.
rien du tout. Donc pour pouvoir l'enregistrer, c'est que je vais créer une copie que je serai la seule à pouvoir voir. Donc vous, chaque marié, vous serez les seuls à pouvoir voir votre fichier. Donc je vais créer une copie pour que je puisse être la seule à voir ce modèle-là. Et ensuite, je pourrai partager si j'en ai envie, enfin si vous en avez envie également, ce fichier Excel avec votre conjoint, votre futur mari ou future femme. Donc pour enregistrer une copie, il suffit d'aller dans Fichier, Créer une copie. On choisit où l'enregistrer et choisissez bien sûr un endroit à vous. Donc ça y est, j'ai créé une copie dans mon espace personnel et si je veux partager ce fichier avec d'autres personnes, je peux tout simplement ajouter leur adresse mail Gmail ici et leur envoyer une invitation. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une seule personne qui a accès à ce tableur, c'est l'adresse que je viens de me créer, mon adresse personnelle. Et moi, en tant que Audrey Laboulette, je n'aurai pas accès à votre tableur. Il est vraiment 100% personnel. Autre chose à dire si vous ne connaissez pas Google Sheet, c'est que vous pouvez partager le tableur à des personnes juste en mode consultation. Ils ne pourront juste voir ce que vous indiquez et ne pourront pas faire les modifications. Donc par exemple, si vous voulez également partager votre fichier à vos parents ou beaux-parents pour qu'ils puissent vérifier la liste des invités, vous pourrez leur partager ce tableur juste en consultation et comme ça vous éviterez tout risque qu'ils vous rajoutent des invités derrière votre dos. Le fichier est donc composé de différents onglets avec des noms différents pour que vous puissiez vous retrouver. Donc le premier onglet, c'est l'onglet Instructions qui vous permet de récupérer un peu le mode d'emploi du fichier. Et si vous ne voulez pas revoir cette vidéo dès que vous avez une question, vous pouvez faire une recherche dans cet onglet Instructions pour pouvoir retrouver vos réponses à vos questions. Alors, pour l'organisation de ce tableur, j'ai organisé mes invités en fonction de 3 moments clés de mon mariage, car je trouvais que c'était plus simple d'organiser et d'être sûr de n'oublier personne si je raisonnais par temps fort du mariage. Donc le premier temps fort, on va dire, est le moment le plus important et les personnes les plus proches qu'on veut inviter. Chez moi, on les invite du repas, donc c'est en gros, on les invite toute la journée. Pour que ça soit plus simple pour m'organiser, j'ai fait vraiment des catégories, on va dire, par type de famille pour être sûr que je n'oublie personne. Donc j'ai fait une catégorie mariée, donc ça c'est un risque qu'on peut avoir, c'est de s'oublier soi-même. Donc j'ai vraiment une catégorie où j'ai compté 2 personnes, vous ne pouvez pas vous marier à plus de 2 personnes, ça c'est impossible. Donc du coup, vous comptez vous et votre mari ou votre future femme. Vous pouvez indiquer vos noms et bien sûr, si vous êtes un couple de femmes ou un couple d'hommes, vous pouvez bien sûr indiquer ça ici. Ensuite, je vais revenir un peu plus en détail dans les autres colonnes, mais je voulais juste vous expliquer comment j'ai catégorisé, on va dire, les invités. Donc tout d'abord, j'ai dit les mariés, mais ensuite j'ai décomposé avec la famille du père du marié, donc tout ce qui est oncle, tante, grands-parents du côté du père paternel, on va dire. Ensuite, la famille de la mère du marié, donc tout ce qui est oncle, tante, grands-parents, mais du côté de la maman du marié. Et on garde cette même logique pour le côté de la mariée. Donc pareil, hein, si vous êtes un couple de 2 hommes ou de 2 femmes, vous pouvez tout simplement remplacer marié par votre nom, votre prénom, pardon, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et donc la même chose. Ensuite, j'ai fait une catégorie amis des mariés. Donc on avait des amis communs. Et après, des amis, on va dire vraiment du côté du marié, donc de mon mari, et des amis vraiment que de mon côté. Donc je trouvais que c'était beaucoup plus simple si je cloisonnais, on va dire, les invités pour être sûr de n'oublier personne. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis de catégorie, on va dire, amis des parents du marié ou de la mariée, parce qu'en fait, on peut les rentrer tout simplement dans les catégories famille, mère du marié ou père du marié, ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de vous cloisonner uniquement à la famille, mais c'était vraiment plus pour me faire des cases en fonction du côté du père, de la mère, et ainsi de suite, pour n'oublier personne d'aucun des côtés, même si que ça soit de la famille ou des amis. Ensuite, si on rentre dans chaque catégorie,
Il y a une première case qui permet d'indiquer le nom et prénom de la personne qu'on souhaite inviter. Ensuite, si c'est un homme ou une femme, alors j'ai rentré cette catégorie homme-femme. Il y a également dans cette catégorie ado ou enfant. En fait, cette catégorie me permet juste d'affiner dans mon autre fichier tableur qui est dans la version payante, de savoir si le nombre de femmes que j'ai, le nombre d'hommes, le nombre d'enfants pour avoir les quantités d'alcool. Moi, de mon côté, les femmes boivent un peu moins que les hommes. Donc du coup, j'avais besoin d'avoir une catégorie de mes invités assez fine pour ne pas acheter de trop grandes quantités d'alcool et par contre acheter un peu plus de sans alcool pour que tout le monde soit comblé et qu'il n'y ait pas de manque dans aucune de mes choses que j'allais commander. Donc c'est pour ça que j'ai cette catégorie femmes-hommes. Après, vous pouvez faire comme vous le souhaitez si vos modes de consommation sont différents de votre côté, dans vos familles ou dans vos proches. Ensuite, j'ai la catégorie faire part. Donc la catégorie faire part, c'est pas du tout une colonne qui est automatique. C'est à vous de mettre une croix à chaque fois que vous avez besoin d'avoir un faire part pour cette personne. Donc je m'explique, ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais par exemple pour les papis et mamies qui représentent, on va dire, un foyer. Je ne compte qu'un seul faire-part. Je ne vais pas compter un faire-part pour chaque personne que j'invite. On compte en général un faire-part par foyer auquel on invite. Donc je rajoute une croix qui a un seul des membres du foyer pour ne pas compter trop de faire-part. Donc moi j'avais comme système de mettre une croix pour que ça soit plus simple à chaque femme du foyer. Donc là comme vous pouvez voir comme exemple, j'ai mis une croix pour la mamie du côté paternel de mon mari. Et ensuite pour par exemple je sais pas une de ses tantes où il y a une mère, un père et 2 enfants, j'ai mis une croix uniquement sur la ligne de la mère. Après vous pouvez vous organiser comme vous voulez, c'est que je préférais faire comme ça pour être sûr de ne pas compter trop de faire-part et de n'oublier aucun foyer non plus. Donc ça c'est comme ça que je me suis organisée et pour que ça soit encore un peu plus visuel, je vous conseille de faire comme j'ai fait dans cette colonne-là, c'est que j'ai mis un code couleur à chaque fois que je changeais de foyer. Donc là, par exemple, on a un foyer qui est en blanc, donc la mamie, le papy. Par exemple, une tante, un oncle avec des enfants, c'est une autre famille qui est en bleu. Ensuite, on a un foyer avec un homme et une femme qui est en blanc. Et comme ça, on arrive mieux à scinder les familles et être sûr qu'on n'oublie personne. Là, vous voyez, par exemple, je ne l'ai pas fait sur cette colonne-là du côté de la mère du marié. Et c'est tout de suite plus compliqué de scinder et de voir où on en est rendu par famille, par type de foyer. Mais vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez. Là, je vous donne juste des conseils, comment moi je me suis organisée et comment c'était plus simple parce que je suis quand même une personne assez visuelle et j'aime aller vite à voir les informations. Ensuite, il y a une colonne réponse. Alors, la colonne réponse, là, vous voyez qu'il y a 3 possibilités. En vrai, il y en a une 4e qui est tout simplement de ne rien indiquer. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez comme possibilité? C'est de tout simplement vous avez compté les personnes, mais vous ne leur avez pas transmis de faire part. Donc là, c'est que vous les avez comptés, mais vous ne leur avez pas encore transmis les faire part. Quand vous envoyez les faire part, vous revenez sur votre fichier et vous cochez tout simplement que vous avez transmis les faire part. Donc ça, c'est le 2e statut. Le 3e statut qu'on peut avoir, c'est que les personnes vous ont répondu, mais qui vous ont répondu qu'ils ne seraient pas présents. Donc une fois que vous avez transmis et qu'ils vous ont répondu, vous pouvez mettre non présent. Et si les personnes vous ont répondu qu'ils seraient présentes, vous pouvez tout simplement cocher présent. En fait, ces colonnes, ce qui est pratique, c'est que ça va compter automatiquement le nombre de personnes auxquelles vous avez transmis vos faire-part, les personnes qui ne vous ont pas répondu et les personnes qui vous ont répondu. En fait, si on va directement à la droite du fichier, vous pouvez voir qu'il y a des tableaux un peu de résumé qui vous permettent de savoir en fonction de réponses le nombre de personnes qui vous ont répondu en adultes, en demi-portion c'est les ados et en enfants. Le nombre de réponses que vous êtes encore en attente, le nombre de présents qui sont les personnes qui ont confirmé qu'ils ne seraient pas présents. Et après, vous pouvez avoir encore une répartition un peu plus affinée
de savoir combien vous avez d'hommes, de femmes, d'ados et d'enfants. Donc ce deuxième tableau, c'est en fonction vraiment des réponses que vous avez reçues. Et la première partie, c'est une estimation en fonction du nombre de personnes que vous avez indiquées dans votre tableau, peu importe le statut, si vous avez envoyé les faire-part, si vous avez reçu des réponses de leur part, oui ou non. Donc ça vous permet du coup de savoir le nombre de faire-part que vous avez à commander et à peu près le nombre de personnes que vous allez inviter. Donc ces estimations vont être très utiles pour vous et surtout vos prestataires, donc par exemple le traiteur ou votre caviste ou votre fournisseur de vin ou de boissons, pour savoir à peu près combien de personnes vous allez devoir compter et à combien va vous revenir votre mariage. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais bien sûr le budget d'un mariage repose principalement sur le nombre d'invités qu'on invite à son mariage. Donc plus on a d'invités, plus le budget du mariage risque d'être important. Et là, vous avez une petite fonction à côté que moi j'ai pas mal utilisée, c'est de savoir combien de tables vous avez besoin et si vous avez assez de place pour tous vos invités. Donc moi, ma salle était plutôt exiguë, il n'y avait pas beaucoup de place pour les tables. Donc on avait indiqué le nombre de tables qu'on pouvait mettre au maximum dans la salle. Et le nombre de personnes que je pouvais mettre sur chaque table. Ça me donnait du coup le total de personnes que je pouvais placer dans ma salle. Et en fonction de mes estimations que j'avais indiquées dans mon tableau, je pouvais voir le nombre de places restantes. Donc là, ça voulait dire par exemple, en fonction du nombre que j'ai indiqué, donc j'ai 74 places de personnes que je peux inviter au mariage et que je peux placer dans ma salle. Par contre, dans mon tableau, j'en ai que 58. Donc ça veut dire qu'il me reste donc 16 places. Donc je peux encore étoffer ma liste d'invités de 16 personnes si je le souhaite pour que ça puisse rentrer dans ma salle. Au-delà, ça sera très compliqué parce que je n'aurai plus assez de place pour pouvoir les inviter. Donc j'ai fait ce raisonnement pour les invités du repas qui sont un peu les invités, comme je vous disais, que j'invite de toute la journée, vraiment les proches de proches. Ensuite, j'ai une catégorie invités du dessert. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent en Vendée. C'est les personnes auxquelles on est proche, mais en même temps, pas tant que ça. C'est pas la famille très très proche et les amis qu'on voit tous les jours. Donc du coup, on les invite juste du dessert. Donc ils viennent aux cérémonies. Ils viennent pas à l'intégralité du repas, mais ils viennent juste manger à la pièce montée avec nous. Et donc là, j'ai gardé à peu près le même fonctionnement, sauf que je l'ai un peu simplifié parce que, on va dire, vu que c'est moins des proches, on n'a pas besoin d'aller vraiment dans le détail si c'est du côté du père de la mariée, de la mère de la mariée ou du côté du marié. Donc du coup, j'ai fait une catégorie pour les mariés eux-mêmes. Donc pour nous, si on voulait inviter des invités, on va dire, qui étaient un peu moins proches, comme par exemple des collègues. Ou pareil pour le côté de la famille de mon mari. Et pareil pour les amis de ma famille, donc de mon côté. Donc du coup, c'est exactement le même principe. Hein, vous indiquez le nom. La catégorie homme, enfant, s'il faut compter un faire-part, est-ce qu'ils seront présents, non présents, est-ce que vous avez transmis le faire-part ou est-ce que vous avez juste comptabilisé et vous laissez à blanc. Juste quelque chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que vous pouvez voir le total on va dire par catégorie du nombre d'invités. Donc par exemple en haut, comme vous pouvez le voir, il y a une ligne de total. Donc on peut voir que les mariés ici ont 5 invités de comptabiliser pour l'instant. Donc du côté de la famille du marié, il y en a 11 et du côté de la famille de la mariée, il y en a 11 également. Donc comme pour l'autre onglet, il y a un onglet résumé juste en dessous où vous pouvez voir pareil les réponses en fonction des réponses et en fonction de vos estimations de nombre de personnes que vous avez ajoutées. Et donc là, vous pouvez voir que vous avez besoin de 10 faire-part pour vos invités du dessert. Et ensuite, j'ai rajouté une troisième catégorie. Après, vous organisez les catégories comme vous le souhaitez. Mais moi, j'avais besoin d'une catégorie, on va dire, cocktail. Ce sont les personnes qu'on souhaite inviter, mais qui sont quand même plus lointains, on va dire. Donc, je sais pas moi, par exemple, un cousin d'un cousin d'un cousin qui est
qui vous avez invité à votre mariage ou je ne sais quoi. Donc c'est des personnes qui est important d'inviter, mais que vous allez partager moins de temps avec eux parce que votre budget n'est pas extensible. Ces invités de cocktail ou de vin d'honneur, pour moi, ont le même principe que l'onglet invité de dessert. Donc pareil, je l'ai fait par grande catégorie, les mariés, la catégorie du côté de la famille du marié et la catégorie famille de la mariée. Il y a pareil un onglet avec les estimations et en fonction des réponses. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai enlevé du coup le tableau pour le nombre de tables parce que vu que ces invités sont invités uniquement de cocktails, de vin d'honneur ou juste de cérémonie, ils n'auront pas de place assise attitrée. Ils n'auront pas de place attitrée, je vais réussir à le dire. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir ce tableau ici. Alors pour le dessert, bien sûr, moi je les avais comptés, mais si vous faites un dessert un peu de type buffet et manger debout, vous pouvez également ne pas tenir compte de ce tableau. Chose importante que je n'ai pas dit, si par exemple, ça peut arriver, on peut avoir des conflits dans les familles ou avoir des conflits ou des décès, donc il n'y a par exemple personne à inviter du côté du père du marié. Je vous conseille de ne pas supprimer les colonnes parce que les cellules sont reliées par des formules. Donc si vous supprimez les colonnes, vous risquez de poser des problèmes dans les formules et le fichier ne sera pas du tout opérationnel. Donc du coup, si vous ne voulez pas utiliser certaines colonnes, et je peux comprendre, chaque cas est différent, ne les supprimez pas, mais par contre, vous pouvez tout simplement les masquer en les sélectionnant, en cliquant et en faisant masquer les colonnes de E à H. Donc comme vous voyez, elles ne sont pas supprimées, ça ne pose pas de problème dans les formules. Par contre, elles ne sont plus visibles si vous les regardez. Donc ça passe de D à I. Et voilà. Bien sûr, autre information importante, avant d'utiliser ce logiciel, je vous ai laissé des informations dedans pour pouvoir vous aider à le remplir et que ça soit plus concret. N'oubliez pas de d'effacer, pas supprimer, mais d'effacer les informations pour que vous puissiez recommencer à zéro vos données et que le compte d'invité ne soit pas mauvais, faux, à cause d'informations que moi j'ai saisies pour vous aider. Donc pensez bien à effacer les données avant de commencer, que vous ayez bien en seul invité 2 personnes, qui sera vous. Pour vérifier que le tableur fonctionne bien, je vous ai rajouté quelques cellules qui permettent de vérifier l'intégrité du logiciel, enfin du tableur, pardon, et qui permettent de vérifier que vous n'aurez pas fait de fausses manips et que vous aurez supprimé des formules qui ne sont pas, qui sont très importantes pour le calcul. En fait, vous avez ces colonnes qui s'appellent vérif vrai, qui vous permet de vérifier si tout fonctionne bien et que les calculs sont cohérents avec toutes les informations. En fait, ça fait des calculs croisés. Si vous avez cette information fausse, c'est que vous avez dû supprimer, ou si vous avez un NA aussi, c'est que vous avez dû supprimer quelque chose. Donc je vous conseille de revenir sur le modèle de base et de regarder les formules que vous aurez pu supprimer par mégarde. Dans tous les cas, si vous avez un gros problème, n'hésitez pas à me contacter soit par Instagram, soit par mail et à me partager votre Google Sheet si ça ne vous embête pas pour que je puisse voir d'où vient le problème et essayer de vous corriger et de corriger l'anomalie pour que cela soit plus simple pour vous. Je peux enfin vous parler de dernier onglet du fichier gratuit. Donc oui, vous voyez, il est quand même bien complet même s'il est gratuit. Cet onglet, c'est l'onglet synthèse, qui permet de faire un résumé de toutes les informations que vous avez saisies dans les précédents onglets. Donc vous avez une partie faire part qui vous permet de savoir combien vous avez de faire part à commander. Donc j'ai fait une catégorie par, on va dire, type d'invités, donc les invités qu'on invite au repas, les invités qu'on invite au dessert et les invités qu'on invite au cocktail, car nous on avait un faire part différent pour chaque type d'invité. Donc par exemple, les invités du repas avaient un faire-part, on va dire, basique qui nous donnait les informations de cérémonie,
qui était le même qui était donné aux gens du cocktail, du dessert et également du repas comme je vous l'ai dit. Mais ceux qui étaient invités du repas avaient un faire-part supplémentaire qui leur donnait un ticket, on va dire, pour pouvoir venir au repas et avec l'horaire du repas et le lieu du repas qui était différent du reste. Et pour les desserts, ils avaient également un ticket supplémentaire, mais ils n'avaient pas la même horaire qui était indiquée, c'était une horaire plus tardive, en leur indiquant qu'ils étaient invités uniquement de dessert. Donc là, vous pouvez voir le résumé du coup du nombre de faire-part que vous avez à remplir. Donc là, il y en a 38 avec les informations que j'ai indiquées. Et après, vous pouvez faire un budget, on va dire, du faire-part en fonction de ce que vous savez que ça va vous coûter. Donc par exemple, si un faire-part, on va dire, de cocktail vous coûte, je sais pas moi, 1 euro. Si je mets 1, ça sera mieux. 1 euro, vous savez que vous allez avoir un budget de 9 euros pour vous inviter du cocktail, car vous devrez payer 1 euro pour chaque faire-part de cocktail, qui vous fait un total de 9 euros. Et ainsi de suite, vous pouvez indiquer. Donc on va dire par exemple celui d'un repas. Hein. Je vous mets des chiffres bidons parce que je ne sais plus du tout combien étaient les tarifs pour mes faire-part. Donc on va dire 1,50 € et 1,50 € également. Donc si le prix unitaire d'un faire-part pour les gens du repas est 1,50 €, pareil pour le dessert et uniquement 1 € pour les cocktails, vous aurez un budget de 52,50 € à fournir pour vos faire-part. Donc ça c'est un tout petit outil assez simple mais qui vous permettra quand même de budgétiser une partie de votre mariage. Les faire-part, la papeterie, c'est quelque chose qui peut vite monter. Donc c'est pour ça que j'ai intégré cette partie-là dans la partie du tableur gratuite. Vous avez ensuite un tableau qui vous permet de savoir le nombre de retours que vous avez eu de vos invités. Donc le nombre d'invités que vous avez invités, le nombre de personnes qui vous ont répondu présentes, le nombre de personnes qui vous ont répondu non présentes et le nombre de personnes qui n'ont pas encore fait de retour. Comme ça, vous pourrez également voir les personnes, si c'est très important, le nombre de personnes qui vous n'ont pas répondu, et si vos chiffres que vous pouvez donner à vos traiteurs ou cavistes sont proches de la réalité ou non. Et si vous voyez que vous avez beaucoup de sans retour, n'hésitez pas à faire une relance auprès de vos invités en leur disant qu'il est très important de savoir s'ils viennent ou pas à votre mariage. Et enfin, dernier tableau qui est donc très important, c'est une synthèse des invités ayant répondu présent pour que quand vous n'aurez plus de personnes qui ont répondu sans retour, que vous sachiez exactement le type d'invités qui seront présents à votre mariage, si ce sont des hommes, des femmes, des ados ou des enfants. Et ce genre d'information est très demandé par les traiteurs, comme je vous le disais, et également par les cavistes, pour avoir une bonne idée des quantités qu'ils doivent acheter et également pour vous, pour votre budget. Voilà, donc vous avez pu voir le contenu de mon tableur Google Sheet qui est gratuit et disponible sur mon blog. Donc j'espère que celui-ci vous intéressera. Je vais également là vous montrer la version payante. Donc quelles sont les fonctions supplémentaires. Je vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions et si vous voulez en voir un peu plus. Donc je vous montre tout de suite les fonctions supplémentaires de mon tableur payant. Alors, les fonctionnalités supplémentaires, donc comme vous pouvez le voir, vous avez également la page instruction, vous avez les 4 onglets que je vous ai présentés dans le tableur payant, mais il y a des onglets supplémentaires qui permettent de mieux gérer son budget, les dépenses, le planning et un peu la liste des choses à emmener. Donc, passons tout de suite au budget. Donc, un mariage, ça représente quand même un sacré projet et en général, ça coûte quand même un peu d'argent. Donc le budget, c'est un peu le nerf de la guerre du mariage pour qu'il soit bien réussi et qu'on n'oublie rien et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises au moment de passer à la caisse. Donc j'ai fait une partie budget avec pour moi on va dire, les postes principaux qu'on a à faire, les postes de dépenses principaux d'un mariage. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des catégories, donc le lieu, les cérémonies, le repas, les tenues, la beauté, l'animation, les décorations, la papeterie, ainsi de suite. Et dans chaque catégorie, il y a des postes de dépenses. Donc, par exemple, la salle du vin d'honneur, la salle du repas, est-ce que vous allez avoir un gîte, et ainsi de suite, vous avez chaque ligne. Pour chaque, on va dire, poste, avant de réfléchir à réserver, vous pouvez vous fixer une tranche, on va dire, minimum et maximum. Donc, c'est vraiment ça l'utilité d'un budget.
c'est de savoir combien vous êtes prêt à mettre dans votre mariage pour pouvoir mieux après suivre vos dépenses. Donc cet onglet budget vous permet de savoir votre tranche minimum et votre tranche maximum que vous êtes prêt à allouer pour chaque poste de dépenses. Prenons par exemple sur la salle de vin d'honneur. Donc on va dire que la salle de vin d'honneur, vous êtes prêt à allouer au minimum 100 € et au maximum 300 €, ce qui fait donc une moyenne de 200 €. Et oui, je suis très douée en calcul, mais si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave car celle-ci est calculée automatiquement. Et ensuite, vous pourrez faire ça pour chaque poste de dépense. Si, par exemple, vous n'avez pas de salle de vin d'honneur, soit vous supprimez la ligne, tout simplement en cliquant ici et faire supprimer la ligne, soit vous pouvez le remplacer par autre chose. Si vous n'avez pas de ligne de poste suffisant, car vous voulez rajouter plus de choses dans les lieux, vous pouvez en rajouter. Par contre, pour que les calculs fonctionnent bien, je vous conseille de faire ici, ajouter au-dessus une ligne. Et bien sûr, de copier les formules au-dessus pour que les formules ensuite fonctionnent très bien. Parce que sinon, vous allez risquer de compromettre, on va dire, le tableur et d'avoir des soucis dans les calculs. Et si vos calculs sont erronés, c'est un peu dommage, vous n'aurez pas un budget aux petits oignons. Donc, ça, c'est pour la partie budget. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai une colonne qui s'appelle dépenses réelles et un écart. Cette dépense réelle et écart fait le lien avec le deuxième onglet qui joue un peu sur la partie budget, qui est dépenses. Donc dans cet onglet, vous allez pouvoir saisir toutes les dépenses que vous faites et réellement qui ont un lien avec votre mariage. Donc là, on revient sur l'exemple de la salle de vin d'honneur. Donc le lieu et le nom de votre salle, vous pouvez l'indiquer ici, comme ça vous avez toutes les informations si vous devez les recontacter. Donc vous pouvez ici choisir la catégorie. Donc les catégories, je vous les ai montrées juste avant. Lieu, cérémonie, repas, beauté, animation, papeterie. Et les postes. Donc les postes, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, vous marquez votre dépense réelle. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir compléter vos dépenses et voir combien cela vous a coûté. Et si vous voulez comparer vos dépenses réelles avec les budgets que vous vous étiez fixés au départ, l'outil le fait tout seul. En allant dans l'onglet budget, vous voyez que les dépenses réelles que j'ai indiquées de 150 € sont arrivées ici et on me donne l'écart avec la moyenne. Donc on s'était dit après à peu près un budget de 200 € pour la location de la salle. Et là, on a une dépense de 150 €, donc ça veut dire qu'on a gagné 50 € sur notre budget. Mais ça vous permettra de faire des écarts. Et si par exemple, vous vous rendez compte que vous avez moins dépensé pour les lieux et qu'il vous reste une enveloppe assez conséquente, vous pouvez l'utiliser pour une autre partie. Donc par exemple pour les cérémonies, pour avoir un cérémoniant, pour avoir un violoniste ou ainsi de suite. Et vous pourrez ainsi mieux suivre vos dépenses. Donc ça c'est la partie, on va dire, dépenses et budget. Et donc là vous pourrez savoir, quand vous avez fini votre budget, combien va vous revenir au total votre mariage en fonction de ce que vous pensez y mettre. Et là, dans les dépenses, c'est à cet endroit-là que vous pourrez voir combien ça vous a coûté réellement. Ensuite, venons sur les autres onglets qui arrivent derrière. Ce sont les onglets planning. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a été très utile et que j'ai pu partager avec nos proches pour qu'on sache exactement qui faisait quoi, à quel moment et s'il y avait un problème, où était la mariée ou le marié et comment on pouvait les contacter. Ou s'ils étaient joignables ou pas. Donc là, vous pouvez voir, j'ai fait un planning en J-2, en J-1 et en J. Donc chaque, on va dire, planning a des plages horaires différentes. Donc en J-2, j'ai fait un planning, on va dire, demi-heure par demi-heure. Donc là, vous pouvez voir donc la mariée, le père de la mariée, enfin vous indiquez les personnes auxquelles vous avez fixé des missions, on va dire. Et là, j'ai mis un petit code couleur. Après, vous le faites ou vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Hein. Je vous montre juste la façon que j'ai eue pour m'organiser. Et savoir quelle était un peu l'équipe mariée, l'équipe moi, l'équipe de mon mari, l'équipe des témoins. Et savoir toujours où on en était et qui faisait quoi. Donc là, par exemple, on peut voir que 2 jours avant le mariage, j'ai été récupérer le photobooth avec mon père.
Donc c'est pour ça qu'on est tous les deux en rose, parce qu'il était avec moi. Et on était du coup indisponibles de 9h à 11h30. Le temps de le récupérer, de le tester et de le redéposer dans la salle. Donc ça, c'est je trouve que c'était une bonne méthode pour savoir exactement si tout rentrait dans le planning et pour éviter un peu le décalage et les retards. Donc ça, c'est le planning en J-2, mais vous pouvez faire exactement la même chose en J-1. Donc vous voyez, donc là c'est encore plus gros parce que j'avais quand même plus de choses à faire en G-1 parce qu'on récupérait les clés de la salle et on avait pas mal de choses installées dans la salle. Et en J, là par contre, j'ai découpé mon planning pas en demi-heure mais en quart d'heure car vraiment, on va dire que le planning de la journée est vraiment très serré en général. On a souvent du retard le jour de son mariage. Donc pour éviter d'avoir plus de retard, j'ai vraiment indiqué quart d'heure par quart d'heure ce que chacun devait faire et chacun faisait. Je n'ai pas été plus loin que après le début du repas. Parce que on va dire que le début du repas, pour moi, ça sonnait, on va dire, la fin de chronométrer chaque chose. C'était plus moi qui étais maître de mon destin. J'étais assise, je mangeais et je savourais les animations qu'on m'avait préparées comme surprise. Et on était déjà mariés, le plus beau était fait. Donc, faut pas non plus rentrer trop dans la planification et devenir fou si on a un peu de retard. Je vais pas vous le cacher, le repas on l'a pas mangé à 14h30, on a plutôt été décalé vers 15h, 15h30, mais c'était pas grave, on avait pu profiter plus longtemps de faire des photos et de nos invités du 22h. Et enfin, dernière catégorie, des choses qui est très importante à avoir, c'est de penser à les bagages, les choses qu'on doit emmener quand on dort sur place. Donc pour le jour J, quand on va s'habiller, parce que moi par exemple je me suis habillée et préparée chez la coiffeuse, donc il fallait que ma robe soit sur place, il fallait que mes bijoux, je les emmène avec moi quand j'ai été me faire coiffer, le maquillage, les retouches, bref, tout ce qu'il me fallait. Donc là, je vous montre pas bien sûr ce que moi j'ai mis dans ma liste. Ce contenu est réservé aux personnes qui achètent ce tableur. Donc si vous achetez, vous verrez le contenu de ce que j'avais dans mes bagages. Ça pourra vous donner des idées également de choses que vous devez emmener dans vos bagages et pour être sûr que vous n'oubliez rien, vous non plus. Et ensuite, les choses à emmener, pareil, à la salle. Donc vous aurez toujours besoin de petites choses pour organiser et réparer des choses qui pourraient être cassées, donc par exemple un marteau, un tournevis, bref, tout ce que nous on a pensé et qu'on avait vraiment besoin d'emmener, je les ai énumérés dans cette liste. Donc pareil, je ne vous la montre pas, vous ne pouvez y accéder que si vous achetez bien sûr le tableur. Faut bien qu'il y ait quand même un avantage d'acheter le tableur par rapport aux gens qui ont le tableur gratuitement. Et vous pourrez du coup profiter de ça et vérifier que vous aussi, si vous emmenez quelque chose et vous avez des choses pour préparer votre salle, qu'il ne vous manque rien. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de mieux vous organiser dans vos préparatifs de mariage. Vraiment n'hésitez pas à prendre au moins le tableur, on va dire gratuit, si vous ne voulez pas acheter celui qui est payant. Vous pourrez bien sûr ajouter vos propres onglets si vous en avez envie et repartir un peu sur la même façon que je vous ai montré sur la partie payante. Franchement, n'hésitez pas à choisir ce mode de fonctionnement pour vous organiser, car moi ça m'a vraiment aidé. J'avais toujours mes informations avec moi parce que Google Sheet est disponible sur les téléphones, sur les smartphones. Donc j'avais toujours mes informations avec moi et j'ai pu les partager, comme je vous le disais, avec mon mari pour que lui aussi soit impliqué dans les organisations, et je pouvais également partager plus facilement des informations avec mes prestataires, donc par exemple le traiteur, et également avec mes proches s'ils me posaient des questions. N'hésitez pas également à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me donne un petit coup de pouce pour mes vidéos, ça me permet de m'encourager à continuer mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt! Alors j'ai oublié de le préciser, mais le logiciel que j'ai utilisé pour formater et m'organiser pour... formater. Oui, je suis concentrée parce que mon mot de passe est assez compliqué. Mais bon, ça va.